En représentation, il y a une chose physiologique, physique, métaphysique et spirituelle qui se passe, c'est-à-dire que des pieds à la tête jusqu'au bout de mes ongles, de mes cheveux, je me suis sentie vivante, transcendée, en communion avec mes partenaires et en communion avec un public. Et cet ensemble-là, j'avais l'impression d'être une étoile, d'être ce pourquoi on est sur Terre, en fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Je rencontre mon invité d'aujourd'hui il y a quelques années de cela. Je donnais une conférence dans un collège, le collège où nos enfants étaient scolarisés. Je parle de partage, de sens, de réussite. On commence à discuter. Et sa simplicité, son humilité m'ont beaucoup touché. Vous l'avez connue révoltée dans le rôle d'Itinéris dans Astérix et Obélix, amoureuse, timide en Georgette dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mère loufoque en Cathy dans la saga Tituche. Mon invitée d'aujourd'hui est un pilier du cinéma et du théâtre français. Mais c'est bien loin des projecteurs et des paillettes qu'elle grandit. Et c'est bien ce genre de destin que l'on adore mettre en avant sur Pause. Originaire d'un petit village de la Meuse, son père est marchand de bois, sa maman, mère au foyer, et son parcours scolaire très compliqué. C'est dans le théâtre qu'elle trouve sa place à l'adolescence. Au fil de ses rencontres, au fil de ses pièces, au fil de ses films, elle s'est imposée comme véritable reine des comédies françaises. Main tendue, mise en scène, processus créatif, le temps d'une pause, elle nous fait le plaisir de lever le voile sur son parcours incroyable. Bonjour Isabelle Nanty. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Je suis très honorée d'être là. J'ai choisi quelques-uns de tes rôles dans mon introduction. Si on doit t'associer à un film, ce serait quoi ? Je suis très fière d'avoir participé à Amélie Poulain, parce que c'est quand même un film unique dans sa conception, dans son message, et puis dans mon chemin, parce qu'il y a eu un avant et un après quand même. Quand tu dis un avant et un après, il faut bien, pour ceux qui, tout le monde n'était pas déjà né, pour Amélie Poulain, pour certaines personnes qui nous écoutent, ou étaient tout petits. Absolument, regardez absolument encore aujourd'hui. Tu l'as re-regardé récemment ? Alors moi, je ne vois qu'une fois les films, mais Amélie Poulain, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans, je pense, 24 ans presque, ouais. Je l'ai revu. Et déçu ou pas déçu ? Mais non, mais c'est dingue. Ça ne ressemble à aucun autre film. C'est visuellement extraordinaire. Audrey Tautou est unique, enfin singulière et unique. Et ce que ça raconte, le message que ça apporte, est merveilleux. Est-ce que c'était juste une équipe incroyable qui était associée ou c'est autre chose ? Alors, en fait, Jean-Pierre Jeunet, lui, Jean-Pierre Génie, je l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, tout chez lui est lui. C'est-à-dire que son univers, c'est vraiment lui. Donc, quand on va chez lui, il y a autant de merveilles que dans ses films. Et ce que je trouvais génial, c'est que dans ses films, dans chaque plan, il y a une découverte. Il y a un truc qu'on peut voir. Et j'ai retourné avec lui dans Big Bug, pour Netflix, il y a 2-3 ans. Et pareil, dans le décor, il avait mis des détails incroyables qui n'ont même pas été filmés. Mais qui nous, d'habiter dans cet endroit aussi... Attends, tu me dis qu'il y a des décors qui n'ont pas été filmés. Non. Et donc on n'a pas pu voir, et qui pourtant étaient là pour vos yeux, en fait. Pour nos yeux, pour alimenter dans le mood. Il y a des trucs que moi, j'en aurais fait une scène. C'est juste un petit détail qui passe. Par exemple, il y avait une bibliothèque où, comme c'est un film futuriste, il y avait une espèce de collection, comme un cabinet de curiosité, d'objets d'aujourd'hui. Donc, dans un globe, il y avait un porte-monnaie qui n'existe plus dans le temps ou dans le futur. Il y avait, des collections de... Il y avait une tirelire, il y avait des tas de trucs qui n'existent plus. C'était génial.
On va revenir sur le cinéma, évidemment, avec toi, sur le théâtre, sur la partie artistique de ta vie, mais tout a commencé dans un petit village, et c'est ça que j'aime aussi dans ton parcours, c'est que tu n'as pas grandi forcément dans la famille qui allait faciliter ce développement dans le milieu artistique. On est dans le petit village de Mussé, on est dans la Meuse. Tu as grandi avec une grande sœur, Astrid, un grand frère, Pascal. Ton papa était maire de ce petit village, hein, mais en plus de ça, il était marchand de bois. Voilà, il avait une scierie. Mon papa avait fait l'école du bois parce que son père avait une scierie. Et il a fait un stage ouvrier quand il avait 20 ans, après cette école. Et il est allé faire bûcheron en Norvège avec son meilleur ami. Il a rencontré ma mère là-bas. Non, il faut qu'on en parle un peu de ce moment-là. Il part en Norvège. Il se rend compte, ça arrive à 20 ans évidemment, un moment unique. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est que c'est pas lui qui va revenir chercher ta maman, mais c'est ta maman qui va s'échapper pour venir dans un petit village d'un département de France. Raconte-nous ça. Incroyable. Alors, ils ont chacun leur version des faits. Hein. toi qui es un peu au centre, donne-moi ça qui tu penses être la plus je réelle. pense que ma mère a édulcoré le truc et mon père a mis sur le compte de sa poésie le flou du récit. Je pense qu'il l'avait un peu oublié. Et que ma mère donc a travaillé tout l'été parce qu'elle venait d'un milieu très modeste. Son père était pâtissier. Et elle a travaillé tout l'été dans un champ pour ramasser des fraises, des patates, selon la saison, les fruits de saison, disons. Et puis elle est arrivée en train, donc de Larvik à Oslo au Danemark. Enfin, je ne sais pas quel périple elle a fait. Et pour arriver finalement dans la ville la plus proche du village de mon père. Et mon père avait raconté un bobard à ses parents en disant que c'était une amie de son ami Claude. Évidemment. Qui ne pouvait pas héberger, donc il fallait l'héberger. Mes tantes étaient dans la confidence que c'était peut-être quelqu'un que... Pas plus que ça. Il serait content de revoir. Elle est descendue du train. Alors, elle avait bien calculé son coup. Elle était bien bronzée, très blonde. Elle avait mis un petit tailleur rouge avec un petit soupul noir. Il ne pouvait pas faire autre chose que craquer. Elle est descendue du train. Il s'est dit, bon, il a pris le truc sur la tête. Et voilà, il est venu le chercher. C'est dingue. Et on a retrouvé mes deux parents sont décédés en 2017. Dans la même année. Hein, l'un suivi l'autre par oui, parce amour. Que, en fait, ma mère, qui nous avait jamais parlé norvégien, quand son moteur, mon père, est parti en premier, elle ne pouvait plus parler français. Comme si son moteur, pourquoi elle était là. Donc même à toi qui a appris le norvégien grâce à ta grand-mère, mais globalement n'a jamais parlé norvégien avec ta maman pendant toutes ces années-là, tu t'es retrouvée avec ta maman qui parlait que norvégien. Donc heureusement qu'on l'avait appris avec notre grand-mère et avec nos cousins, parce que elle nous l'avait pas transmis. Et c'est là où tu te dis que le cerveau quand même et on le sait. Hein. Donc c'est une belle histoire. Exceptionnelle histoire. Une grande histoire. Et donc elle s'est retrouvée dans un village de la Meuse. Sans parler français. Sans parler français. Parce que c'est pas là, elle n'avait pas appris le français. Alors ce qu'il y a eu très mignon, c'est que tout le village l'a vraiment pris sous l'a chouchouté. Donc il y avait un petit garçon qui habitait à côté qui disait je vais aller garder Madame Nanty. Et donc elle a dû apprendre le français avec les gens du village et tout. Et mon père était donc directeur de cette scierie du village. Et dans le village, il y avait une famille bourgeoise de province qui était mon père et ma mère. Et puis il y avait tout le reste, c'était les ouvriers. Et moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. C'est-à-dire dans un contexte où tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Moi, ma meilleure amie, c'était Madeleine. Elle habitait à deux maisons de chez moi. Et son papa était charpentier. Ils étaient 11 enfants. Je voyais bien le décalage quand même qu'il y avait entre nos deux familles. Moi, j'étais fascinée par les fermiers. Donc, je passais ma vie chez la fermière d'en face, Madame Pierre. Et je m'occupais des veaux, je trayais les vaches. T'étais très nature, en fait, ce que tu nous disais. Mais est-ce que toi, t'avais parce qu'après, on t'a vite retrouvé à Paris.
Donc il y avait quand même une volonté d'éloigner de ce monde-là, parce que quand tu en parles et quand tu m'en as parlé, quand j'entends parler de toi de cette période-là, c'est une période qui a l'air quand même, à part l'école, on va revenir, assez belle, où tu étais auprès de la nature, des animaux, des gens, toi qui aimes profondément les gens. Et pourtant, dès que tu as pu, je te retrouve barré. C'est bizarre. Hein. Alors, juste une petite parenthèse, dans ce village, moi, j'avais vraiment... je dis toujours que quand après, j'ai été un petit peu connue dans Paris, pour moi, c'était exactement le même rapport que dans mon village, puisque dans un village, tout le monde se connaît et tout le monde se dit bonjour, donc ça ne me semblait pas tellement étrange et je trouvais ça assez normal. C'est normal. Bonjour, salut Isabelle, salut. Bonjour, ça va et toi? Dans mon village, je faisais la quête pour la Croix-Rouge depuis mes 9 ans jusqu'à 15 ans avec mon amie Madeleine, justement. Et on allait, parce que même dans un village de 250 habitants, il y a des quartiers qui sont obscurs. Donc, on faisait la quête, on allait dans toutes les maisons. Et les gens nous disaient « Non, c'est pas vrai, t'es allé au Cachon. Mais non, mais alors t'es rentré chez un tel et tout. » C'était le petit quartier. Ouais. Voilà. Et alors, c'est comment chez eux? Et tu t'es assis et tout. Ouais, on a bu une grenadine. Et on rapportait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que les gens, ils étaient très, très généreux, en fait. Et j'ai fait cette quête-là parce que, en fait, c'était maman qui avait été présidente de la Croix-Rouge de sa ville, de Larvik, quand elle était jeune, qui m'avait dit il faut faire la quête de la Croix-Rouge. C'était important. Voilà. C'est vrai que tu te rends compte souvent que c'est pas forcément ceux qui ont le plus, et comme tu le sais, qui donnent le plus. Donc c'est important de le souligner, et merci de le préciser. Surtout en ce moment. Hein. Ouais, on sait comme toutes les associations qui se consacrent aux plus démunis, on va dire, que ce soit la Fondation Emmaüs, le Secours Populaire ou les Restos du Cœur, que je connais un peu mieux, ils se retrouvent en grande difficulté parce qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de cette aide-là pour ne serait-ce que manger. Et entre parenthèses, 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Ça a beaucoup changé. Ouais. Et je pense vraiment, si en passant, parce on fait des diversions, mais en fait, on va à l'essentiel. S'il y a vraiment un truc à faire maintenant, c'est aider les étudiants. C'est important et merci. C'est sympa que tu parles de ça maintenant. C'est vrai que nous, on s'est rencontrés la première fois il y a des années de ça, quand j'étais venu faire une conférence à une école où nos enfants étaient. Et c'est vrai que je évoquais aussi beaucoup l'organisation EPIC que j'ai créée, qui est une organisation qui justement aide à changer la trajectoire des plus démunis, donc beaucoup de jeunes. Et tu as parfaitement raison de le souligner. La Covid a accentué ce problème-là à une population de jeunes. Et encore une fois, soyons clairs, les problématiques sont pour tous les âges. Mais on a vu une augmentation considérable de demandes. Là, on parle de Restos du Cœur et d'autres où justement ces jeunes-là, ces jeunes étudiants ont de plus en plus de mal à manger correctement, à être hébergés correctement. Donc ça, c'est un point important. Encore une fois, tu as raison de le souligner. Et si je peux me permettre, dans tous les immeubles à Paris, il y a des chambres de service qui sont des débarras ou qui sont des... je sais pas quoi. Il y en a aussi qui sont des studios que les gens louent. Moi, je préconiserais qu'une fois qu'on est à l'abri de tout, que les petits plus comme ça qu'on a, c'est-à-dire une chambre de service, on la prête aux étudiants. Genre là, je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, c'était pas prévu de voir Isabelle Nanty, ministre de l'hébergement, mais ce serait pas mal. Là. On parle d'école, c'est bien qu'on parle d'étudiants, c'est un bon lien vers les 10, le monde des 10 que je connais aussi assez bien, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. Donc toi, tu cumulais tous ces 10. C'est un point très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose sur lequel on va analyser, qu'on va parfois, souvent, pas encore parfait, dire on va essayer de vous accompagner, vous qui avez des 10. Le monde dans lequel toi tu as vécu, des moments où tu avais 12, 13, 14, 15 ans, même très jeune, parce que tu t'es rendu compte très tôt que tu avais du retard sur absolument tout. Déjà, tu étais la 3e de la fratrie, donc déjà, tu te faisais battre à tous les sujets, mais en plus,
tu avais des difficultés Et mon frère avait 2 ans d'avance. Et en plus, ton frère est un génie. Oui. C'est un génie. Ouais, c'est une pression de comment. Et ma sœur aussi, dans l'art. Oui, mais c'est un génie aussi, parce qu'en fait, je pense que le conditionnement dans lequel on nous met, scolaire, et aussi de pointer du doigt nos difficultés, nous met dans une logique qui ne nous permet pas de trouver nos stratégies, en fait. Et ma sœur, qui pensait toujours qu'elle était une idiote, etc., quand il a fallu organiser pour ma mère tout ce qu'il fallait pour elle, pour ne jamais être seule. Après le départ du papa. Ouais. C'est ma sœur qui a pris ça en charge et c'était mais du génie absolu. Et donc, elle qui a été dans l'ignorance de cette capacité d'organisation, de pré-séance, de prévision, enfin, elle s'est avérée être une organisatrice, je ne sais pas comment vous appelez ça, extraordinaire. Mais elle n'est pas que ça. Non, elle n'est pas que ça, mais c'est intéressant. Deux questions pour toi par rapport à ça. Un, est-ce que donc tu t'es rapidement trouvé dans un système d'imposture en disant, moi pendant 10 ans on m'a dit que j'étais la moins douée. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand tu as commencé à réussir, tu dis juste, c'est de l'imposture pure, c'est pas possible, ça va s'arrêter parce que j'ai entendu pendant trop d'années que je n'étais pas capable. Et puis, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Ici, on a eu Alexia Laroche-Joubert, Mika, Stéphane De Groot, qui sont des 3 qui sont dyslexiques, à minima pour les 3, et qui ont fait des choses exceptionnelles. Mais une partie de ces gens-là nous ont expliqué que c'est parce que ils avaient été dyslexiques, que ça leur a donné... tu vois, c'est un peu l'aveugle qui va être meilleur avec le toucher. Ça vous a permis d'avoir des talents qui étaient peut-être insoupçonnés. En fait, moi, j'ai été dans l'ignorance de ça. J'ai quand même été en 4e de transition. Hein. Tu sais, c'était ce qu'on appelle maintenant comment ça s'appelle, les classes transitoires vers les CAP. Ah, tu pouvais sortir, c'est en 4e que tu peux sortir. En 4e. Ouais. Tu sors ton modèle pour que tu ne... Voilà, c'est ça que tu avais fait. Toi, t'étais à 2 doigts de partir en... Ouais. Et donc... Mais t'as pas redoublé pourtant. Non, j'étais un peu une fille du 3e trimestre aussi. Hein. Tu travaillais un peu plus. Mais tu travailles. C'était le travail ou c'était plus que le travail? Mais j'étais pas très organisée. Comment dire? Je lisais une page, je me dis, ah merde, il faut que je reprenne au début, parce que je sais plus de quoi ça parle. Et j'ai aussi, comment dire, un instinct de ne pas lire ce qu'il faut lire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais lire un truc et puis je vais sauter les paragraphes. Maintenant, j'ai le réflexe de me dire, relis voir les paragraphes que tu as sautés. C'est peut-être les plus importants, c'est ça. Évidemment. Les plus importants et les choses qui vont le plus me parler et peut-être même m'ébranler. C'est fou. Et donc, comment dire, je pense que moi, je me suis vécue comme ça. J'ai l'impression d'avoir été hors de moi et hors de la vie et hors du monde. C'est-à-dire, je n'ai jamais rien compris à rien. Et en fait, depuis quelques années, je m'efforce, je me suis prise en main. Et donc, j'écoute énormément les infos, je lis beaucoup de trucs, je veux comprendre. Dans mon enfance, c'était une particularité qui plaisait, surtout aux adultes, parce que j'étais... Tu retombais toujours sur tes pieds, en plus. Oui, puis j'étais une showwoman, et puis j'étais une enfant sauvage, j'étais dans les sens tout le temps. T'étais une showwoman à 12, 13, 14 ans, tu compensais ça? Alors, quand j'étais petite, je l'étais absolument. Ensuite, à l'adolescence, je m'en suis servie comme une arme d'intégration. Mais... et puis ensuite, je me suis calmée. J'ai rencontré des gens tellement brillants dans ce domaine que je me suis bien rendu compte que j'étais... Il y avait un niveau, il y avait une différence de niveau. Il y avait une différence de niveau. Donc tu aurais pu imaginer être comique? Mon envie de théâtre, c'était une envie de faire le clown, je pense. Le jour où un docteur a mis un nom sur quelque chose que tu ne comprenais pas, ça t'a fait un bien fou ce jour-là? Quand t'as dit, c'est ça, c'est... Non, c'était trop tard. Trop tard. Non, ça fait du bien pour moi maintenant parce que j'ai compris les stratégies que de moi-même j'avais mis en place, mais qui sont très encombrantes.
Parce que au lieu de faire simple, j'ai fait beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour apprendre les textes, pour tout ça. Je faisais plein de mnémotechniques, ce qui encombrait encore plus mon cerveau. J'utilise plein de couleurs de Stabilo-Boss. Encore aujourd'hui, hein? Encore aujourd'hui, j'ai des post-it partout. Mais c'est devenu un plaisir, hein. C'est comme ça que... C'est ta vie, c'est ta norme à toi. Voilà, quand j'apprends mes textes... bon, mais ce qui était difficile, c'est au cinéma surtout, parce qu'au cinéma, il faut aller vite et il faut intégrer énormément de choses en très peu de temps. Et c'est juste l'inverse de ce qu'il faut pour toi. Exactement. Donc le théâtre est plus simple, parce que tu as le temps, tu as un mois et demi pour préparer cette pièce. Donc je me suis toujours vécue comme pas douée. Et quand tout d'un coup j'arrivais à intégrer toutes les contraintes, tout d'un coup je trouvais l'inspiration parce que je pouvais m'échapper et donc en fait je n'ai pas le goût de la technique de notre métier maintenant, un peu par curiosité, mais j'ai jamais eu le goût de ça parce que c'était des obstacles pour moi. Et je pense que j'ai été un obstacle aussi pour mes partenaires parce que ils devaient se demander si je me foutais pas de la gueule du monde et pourquoi j'avais tant de problèmes en fait. Et maintenant que je sais les choses et que je désapprends parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une liberté et une innocence. Je n'aime pas beaucoup le professionnalisme. Enfin, j'aime le professionnalisme quand il est synonyme de « on peut te faire confiance ». Tu vas le faire. Mais je n'aime pas quand il est une protection à la liberté. À la liberté. Est-ce que tu as justement connecté avec d'autres actrices ou acteurs qui avaient aussi ces 10 ? Alors, je ne leur ai pas demandé, mais je me rends compte maintenant que mon goût va vers ceux qui ne fabriquent pas. Ceux qui sont eux, en fait, c'est ça que tu dis. Ouais, moi, j'aurais adoré pouvoir fabriquer. J'avais une admiration pour ça, pour les personnes qui préméditaient de faire telle chose dans tel moment et tout. Maintenant, j'ai plus le goût de ceux qui le font, mais sans presque y avoir pensé, quoi. C'est l'inspiration. C'est le plus dur. C'est les personnes qui sont traversées par quelque chose, à qui les choses arrivent plus qu'ils ne le veulent. Théâtre, ça arrive tôt, hein, puisque je te retrouve là à 16 ans, une petite troupe de province qui s'appelle la Foliole. Ouais, les compagnons de la Foliole. Qu'est-ce que ça voulait dire, Foliole? Mais je ne sais pas, j'ai jamais demandé. T'as jamais demandé? Là, ça fait partie de mes 10. Ouais, c'est de ne pas... C'est une chose. Il y a déjà tellement de trucs. Donc c'est Jean-François Schaff qui était à la tête de cette troupe. Là, ça te paraît logique, c'est depuis toute petite, tu faisais la showwoman. Là, ça te paraît logique que cette petite troupe de province, tu dis, hey, les gars, moi, je veux en faire partie. Donc, Voilà, mais au début, je suis allée dans des troupes d'école et on me faisait pas jouer, on me faisait faire les costumes, on me faisait faire... parce que je correspondais à leurs yeux à aucun rôle qui était possible de jouer dans les pièces. Donc, c'était déjà un petit warning sur ce qui s'est passé ensuite, hein, franchement. Mais... Donc, j'étais frustrée de ne pas Mais tu n'as pas abandonné, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Tu n'as jamais abandonné. Non. On m'a parlé un jour de Jean-François Schaff qui avait cette troupe, amateur, mais une bonne troupe. Et j'y suis allée. Et là, grâce à lui, j'ai découvert, je me suis rencontrée. Comment s'est passée cette rencontre ? D'abord, j'ai rencontré Jean-François Schaff, qui était quelqu'un d'extrêmement marrant, enthousiaste, très érudit, qui était... je sais pas, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça, en fait, dans ma vie. Enfin, il y avait mon père et ses amis qui étaient des farfelus. Et là, t'avais... Mais lui, c'était... Il représentait. Il était érudit, oui. Il connaissait le théâtre, et puis, il savait tout jouer. d'un coup, il a cru en moi. C'est-à-dire, j'étais pas un problème. Donc, c'est la première personne ? Oh, oui. Dans ta vie, c'est première. Donc, lui, il m'a... Tu l'as revu après ? Bien sûr. Alors, avec nos vies, on a un petit peu du mal, mais je suis toujours en contact avec lui. Dans le livre que je viens de publier qui s'appelle Pause, qui parle de plein de sujets qu'on aborde ici dans ce podcast, il y a un sujet important quand on rencontre des gens. Moi, j'adore ces rencontres. Je pense qu'on en a tous et toutes eu des rencontres qui ont changé la trajectoire de nos vies. Et je dis souvent, moi, ce que je fais et ce que je dis à mes amis, allez remercier. Parce que c'est vrai que ces gens-là, ils n'ont pas fait pour ça. Hein. Mais quand 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après,
tu invites Jean-François à venir voir une avant-première, ou tu dis, c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont exceptionnels sur Terre, ceux qui vont tendre la main. Je sais que toi, c'est un terme que tu aimes bien, toi, tendre la main. On continue de parler de cette première fois sur les planches, parce que je me souviens de Danny Boone. Il me dit, j'avais 9 ou 10 ans, avec un centre aéré, on a visité un truc, une expo, on traverse un théâtre, et là, j'ai la révélation. C'est marrant, c'est ça que ça me fait penser à toi. Je me retrouve sur la scène avec mes copains, il y a juste le silence, la magie de cet endroit. On ne pouvait pas dire à quelle époque on était, à quelle heure il était, où on était. Et je me suis dit, cet endroit est un temple, il y a une magie, de l'émotion en fait, je me dis, c'est ça que je veux faire. Toi, c'était ça. Hein. C'est beau parce que c'est vrai que c'est ça qu'on sent quand Danny est sur scène. C'est qu'il est dans un... comment on appelle ça, on le halo. Sent, dans un halo, on le sent protégé par du sacré en fait. Il faut le pousser à revenir un peu sur scène, hein. Il va venir. Ah, ouais, l'année prochaine. Oh voilà, on a les gars, on a un scoop là. Mais moi, ce que j'ai ressenti quand je me suis mise à jouer, et surtout en représentation, parce que je me souviens plus bien des répétitions, mais sauf qu'on rigolait bien. Mais en représentation, il y a une chose physiologique, physique, métaphysique et spirituelle qui se passe, c'est-à-dire que des pieds à la tête jusqu'au bout de mes ongles, de mes cheveux, je me suis sentie vivante, transcendée et capable d'imaginaire et de créativité comme jamais, en communion avec mes partenaires et en communion avec un public. Et cet ensemble-là, j'avais l'impression d'être une étoile, en fait, de faire partie du cosmos, d'être ce pourquoi on est sur Terre, en fait. Je pense que ça, on peut le ressentir dans l'amour, on peut le ressentir dans plein de moments de la vie, par des belles amitiés, par des échanges, par... À quel moment, quand tu te trouves différent, tu te retrouves accepté, tu te trouves apprécié, c'est déjà des termes qui sont pour toi très neufs à ce moment-là, et t'es pas comme si tu avais 10 ans, tu as un âge de comprendre, tu décides là que c'est ça ton métier. À ce moment-là, tu dis, c'est ça que je veux faire. N'oublions pas, hein, on est dans la Meuse, il se passe pas forcément autant de choses dans la Meuse qu'en région parisienne, donc il y a aussi un moment, un changement de vie qu'il va falloir que tu t'imposes. Ça te fait pas peur, ça? Alors en fait, après, j'ai vu un grand échiquier où Francis Huster et Jacques Weber... Là, on a la télévision, le grand échiquier. Ouais. Je regarde ça dans le salon de mes parents, dans notre maison, à la campagne, et je vois ces deux-là jouer ensemble. Et puis, un monologue d'Huster, La fleur à la bouche de Pirandello, et je pleure. Et à ce moment-là, j'entends dire qu'ils viennent tous les deux du cours Florent, que Francis Huster a une classe libre dans ce cours Florent, qui était le cours de François Florent. Et donc, je n'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller rejoindre ce cours-là. Mais j'ai 15 ans. J'ai une amie, Pascale Chevalier, qui voulait faire du théâtre aussi, et qui est devenue une grande historienne, qui m'a dit, viens, on va préparer le concours. Et donc, on prend le train et tout, on va présenter. Mais moi, j'ai 16 ans, là, à ce moment-là. Et François Florent me dit, passe ton bac d'abord. Voilà, c'est douche froide. Douche froide. Il me dit, tu n'es pas Adjani. Deuxième douche froide. Passe ton bac d'abord. Oui, j'étais pas une jeune première. J'étais pas quelqu'un qui allait travailler à 16 ans. J'étais quelqu'un qui a d'ailleurs commencé à vraiment travailler à 28 ans. Il avait raison. Il avait raison, bien sûr. Il avait une vision très, très, très précise des gens et très, une préscience. Donc là, voilà. tu retournes voir maman et papa. Je passe mon bac. C'est 2 ans après quand même, donc ça a un peu de temps. Donc je continue avec la Foliole. Je vais au Compagnon de la Foliole. On joue 3-4 pièces. Antigone d'Anouilh, La cantatrice chauve, et puis des Fédos, je crois. T'as 18 ans, t'as ton bac, tu retournes. Et là, je l'ai pas non plus. François Florent, il me dit tu peux t'inscrire au cours, donc je m'inscris au cours. Non, là on est en libre. Non, c'est pas la classe libre, c'est la classe où on paye. Ah d'accord. Et donc je rencontre mon premier prof qui est Rémi Chenille. Et ça, c'est des rencontres, c'est génial. Et il y a
un garçon qui a assisté à ma première audition, en fait, où on se présente et tout ça, et où on passe une scène. Alors, je ne sais même pas ce que j'ai passé. Et il y a un garçon qui m'attend à la sortie, Étienne Le Foulon, qui était élève en même temps que moi, et qui me dit « Toutes les scènes qu'il t'a données, je les travaille avec toi. » Et donc, j'ai eu mon partenaire privilégié, qui a eu, lui, le conservatoire après et parce que toi, tu n'as pas eu. Que je n'ai pas eu, et que quelques années après, j'ai demandé à ce qu'il joue un des personnages dans Munch, la série que je faisais sur TF1. Et donc, là, alors ça c'est intéressant, parce que là, j'ai un prof qui est fan de moi. Donc on parle bien de Rémi Cheny. Hein. Rémi Cheny, il est adorable, il me soutient. Il voit en toi quelque chose que les autres n'avaient pas forcément vu. Mais moi, ce que je découvre, c'est que là, tout d'un coup, c'est un métier. Moi, je pensais aller faire le guignol, en fait. Et puis tout d'un coup, je découvre tout ce que ça représente et ce que c'est que d'être un athlète des émotions, en fait. Et là, je suis hors toutes mes angoisses scolaires. Hein. C'est juste travailler les scènes, faire ce qu'on vous demande, d'être dirigé. Je me rends compte qu'en fait, ce que j'adore dans mon métier, c'est d'être dirigé. C'est-à-dire qu'on joue de moi comme d'un instrument. Qu'on me dit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Je n'ai aucun orgueil avec ça. C'est-à-dire, il y a même des metteurs en scène, ils peuvent me montrer ce qu'il faut faire. Ils me diriger à l'intonation, du moment que ça leur plaît. Et qu'il y a de la douceur. Et qu'il y a de la douceur. On ne reviendra pas sur ce réalisateur d'où tu n'as pas voulu donner le nom jamais, qui a été absolument infect avec toi. Isabelle, parlons de choses positives. Je te propose une pause amicale. Donc, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute, ça va te faire plaisir. Isabelle, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais à l'époque où tu étais élève au cours Florent, on t'avait distribué, je ne sais plus pour quelle échéance, dans le rôle d'Agrippine, dans la pièce Britannicus. Et ce que tu nous avais proposé était tout à fait convaincant. Tellement convaincant que je m'en souviens encore. Et j'aurais voulu savoir si aujourd'hui on te proposait de jouer le rôle d'Agrippine ou celui de Lady Macbeth, comment tu réagirais ? Merci Rémi pour ta question. T'as vu, hein, je savais pas que t'allais me poser une question et j'ai parlé de toi juste avant. Ouais, c'est beau, hein, tu vois, c'est synchronicité. Ouais. Donc metteur en scène, professeur d'art dramatique, quelqu'un que t'aimes beaucoup, ça se sent, ça se voit. Beaucoup, beaucoup. Et donc il te dit, il se souvient de ça, t'imagines ? Ah ouais, c'est dingue. C'était pour le concours de la classe libre que j'ai fini par avoir. Finalement. Ouais. Et Albine. Il ne faut pas s'éloigner un moment. Là, je déconne. Hein. Tu as joué comme ça ? Vraiment, t'étais comme ça ? Tu surjouais comme ça ? À peu près, ouais, je faisais « Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment, je veux l'attendre ici. » Tu te souviens encore du texte, toi ? Que de cette phrase. C'est ça. Mais c'était un peu la... Je le jouais un peu comme la sorcière dans Blanche-Neige, en fait. La voix là, qui fait peur, tu m'inquiètes. Ouais, la voix qui fait peur. Donc il te pose la question. Aujourd'hui, on te proposerait ça ? Non, je crois que j'ai plus envie de jouer des classiques. Je pense que j'ai envie de jouer des auteurs contemporains. Il faut aider les auteurs contemporains. On ne progresse qu'en étant joué. S'il y en a un que tu trouves absolument incroyable aujourd'hui, d'auteur contemporain ? Il y en a plein. Il y a mon ami Fabrice Roger-Lacan, qui est un grand auteur, dont je n'ai jamais joué les textes. C'est un message, là. Mais que j'ai mis en scène 3 fois. Cravate Club, Irrésistible et quelqu'un comme vous. Non, mais n'importe quel auteur, même une première pièce, je trouve que c'est génial. J'ai joué cette année dans le film de Rudy Milstein, Je ne suis pas un héros. C'est un auteur extraordinaire, Rudy. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va également être très important pour toi. Oui, on parle de Francis Huster. Oui. Il te propose rapidement de devenir son assistante. Il te donne tes premiers rôles au théâtre. Donc là aussi, c'est lui qui te montre aux yeux du monde. Ce monde-là était le monde parisien, il n'empêche. C'est Francis. Alors moi, je le vis pas comme ça. Hein. Je le vis comme je suis embarquée. En fait, je suis embarquée, donc j'apprends. Je suis assistante, et là, c'est vraiment là où j'ai appris à être metteur en scène. Parce que je vois de l'extérieur un
un metteur en scène travailler et des acteurs être dirigés par ce metteur en scène. Donc j'ai appris, je pense, énormément à ce moment-là. Et puis, il me fait jouer mes premiers rôles sur scène. Énorme chance, mais je ne me rends pas compte, moi, de la chance que j'ai. Je ne vis rien comme un événement... je suis un peu à côté de moi tout le temps. Ou c'est normal, peut-être. Non, j'ai jamais trouvé que c'était normal. Mais j'ai jamais trouvé que c'était dingue. À part les moments qu'on vivait tous ensemble, qui étaient exceptionnels, à part que j'avais quand même cette notion de l'exceptionnel qui se passe, c'est-à-dire quand Huster était inspiré et qu'il faisait... tout d'un coup, il créait une scène... il mettait en scène Jean-Louis Barrault ou Jean Marais. Enfin, j'avais quand même conscience que c'était quelque chose. Mais moi, sur scène, je sais pas comment dire ça. Je sais que j'avais de la chance, je le sais, mais je ne le vivais pas comme ça. Parce que tout était difficile pour moi. Je ne me suis jamais senti une facilité à faire ce métier. Et encore maintenant, je me sens laborieuse, je me sens pas du tout douée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que encore maintenant, je ne me sens pas douée. Et j'ai une admiration telle pour les gens qui le sont et qui savent faire des choses que je ne saurais pas faire. Mais je crois que j'ai eu l'astuce de m'étourdir. C'est-à-dire de me laisser... perdre connaissance. Oh, j'adore. Ce qui me fait cette sensation de ne pas être travailleuse même, je suis laborieuse, mais je ne me trouve pas travailleuse parce que j'ai besoin de beaucoup de pauses. Comme j'ai des troubles de l'attention, ça c'est sûr. Oui. Maintenant, j'en ai la conviction. Tu vois, quand je répète avec quelqu'un, au bout de 15 minutes, je fais une pause. Au bout de 30 minutes, je propose qu'on aille au café. Après... Et tu penses... Moi, je me posais la question sur quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais pas, mais que j'aime beaucoup dans ce qu'il représente, Pierre Ninet. Oui. Est-ce que tu penses que c'est juste un talent? Est-ce que tu penses que c'est un travailleur? Tu penses que est-ce que c'est un laborieux, d'après toi? Je ne connais pas Pierre Ninet plus que l'avoir croisé pour avoir fait un casting avec lui. Là, son émission sur Canal+. Oui, voilà. Mais quand je le vois jouer, je l'ai vu sur scène, je l'ai vu dans les films. Non, je pense que c'est un virtuose. Je pense qu'il a un cerveau qui va anormalement vite. Rassure-moi, il semble travailler quand même ou pas? J'en sais rien. D'accord, on lui demandera. Il faudra lui demander. On va lui demander. En tout cas, il est doué. Alors ça, c'est sûr. Moi, je ne me vis pas comme douée. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tous les trucs que j'aimerais savoir faire, je ne sais pas les faire. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce moment où je t'ai retrouvé en tant que professeur. Alors là, c'est la boucle est bouclée. Les professeurs qui te voyaient, qui disaient non, c'est pas possible, Isabelle. Là, tu te retrouves à être professeur. Et là, on est au cours Florent. Tes élèves... des gens qui sont devenus des grands comédiens. On parle de Pierre-François Martin Laval, on parle d'Édouard Baird. Toi qui avais été de l'autre côté, est-ce que tu as géré ça différemment? Tu as aimé ces années de professorat? La mise en scène, c'est Huster qui m'a dit « il faut que tu me mettes en scène ». Moi, je ne savais même pas ce que c'était, à part l'avoir vu en tant qu'assistante et l'avoir vu faire. Je me suis dit, c'est autre chose d'observer et d'être dedans. Et grâce à lui, j'ai découvert quand même que j'aimais ça. J'aime la mise en scène. J'aime être sollicitée dans tout mon cerveau sur tout ce que comporte la mission du metteur en scène, c'est-à-dire amener le bateau à bon port. Et ça, on parlera après de la mise en scène parce que c'est devenu autre chose pour moi après. Mais ça, je l'ai découvert. Et puis, pour prétention et indiscipline, je pense, 3 ans ou 2 ans plus tard, François Florent, le même qui m'a viré, il m'engage comme prof. Donc, à l'insu de mon plein gré. Hein, parce que, comme dire l'autre, j'avais vraiment pas envie d'être prof. Mais ça, c'était
l'éducation, en fait, que me prodiguaient Weber, Huster et Florent, c'était ils me traçaient ma route un peu. Ils voyaient des choses que tu ne voyais pas. Parce que sinon, moi, j'aurais rien fait. Hein. Et c'est ça la chance, c'est de rencontrer des gens qui vous emmènent vers vous-même. Et moi, de moi-même, jamais j'aurais été prof, jamais j'aurais été metteur en scène. On parle d'un ami commun qui t'aime énormément, Gad Elmaleh. Là, tu le vois arriver, tu vois un comédien, tu vois un humoriste. Je me souviens, j'avais eu ces discussions là avec Stéphane de Groot, que j'adore. Je lui avais dit humoriste. Il me dit non, moi je suis pas humoriste. C'est pas la même. Et donc, toi, tu sens le potentiel de Gad d'être humoriste, ou pour toi, c'est juste un exceptionnel comédien? Alors, Gad, je ne l'ai pas rencontré au cours Florent. Je l'ai rencontré par une amie commune qui s'appelle Cécile Paoli et qui avait joué avec lui dans une pièce de Planchon, je crois. Et elle me dit, il faut absolument que tu rencontres Gad, il prépare un spectacle. Et j'avais dit non. Je vais même dire quelque chose que même Gad ne sait pas. Elle me donne la cassette du spectacle que Gad avait fait. Je regarde ça, c'est une VHS. Et je dis à Cécile, non, mais moi je vois pas ce que je peux apporter à ce gars. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Parce que moi je peux passer à côté. Hein. On l'a vu tout à l'heure, comme sur un paragraphe. Là, tu sautes le mauvais paragraphe. Ouais. Et donc, la mauvaise rencontre. Et donc, elle me dit, écoute, est-ce qu'au moins tu peux le rencontrer? Alors, bon, bah, je le rencontre. Et là, mais je tombe dingue de Gad. Il le sait. Qu'est-ce qu'il ne sait pas dans tout ça? Tu me disais qu'il y a des... Non, mais il ne sait pas que moi, la cassette, ça m'avait pas du tout tilté. Ni fait rire, ni amusé, ni rien. C'est le premier... Dans la première minute, tu tombes dingue de lui? Mais dingue, ce charme est inouï, cette intelligence est inouïe. Une intelligence de situation exceptionnelle. En plus, Gad, il observe des choses que personne ne voit. C'est sûr. Donc on était dans ce café, il va me montrer un truc, je dis mais comment on peut voir ça? Et donc à la minute, je me dis mais mon Dieu, t'as failli passer à côté de ce gars, t'es vraiment conne. Et donc dans la minute, je lui dis bah ok, on va le faire. Mais ce que j'ai découvert en travaillant avec lui, c'était puissance 4000. C'est-à-dire que Gad, c'est un poète. C'est au-delà du bon comédien ou de l'observateur ou du penseur. C'est un poète. Tout d'un coup, son esprit passe en mode déconnecté. À un autre niveau. À un niveau céleste, quoi. Un niveau spirit, comme très peu de gens ont. Donc Isabelle, passons à une deuxième pause amicale. Je pense que tu as compris qui allait te poser cette question. Gad Elmaleh. L'ami Cahouette, la mystérieuse, l'ami Molette, la militaire. J'ai une question pour toi. Tu sais, Isabelle, il y a fort longtemps, quand tu faisais la mise en scène de mon spectacle, on répétait, j'étais sur scène dans la lumière, tu étais dans la salle qui était éteinte, donc dans l'obscurité, et moi je te cherchais parfois. Alors je disais, Isabelle, t'es là? Tu me disais, oui, t'es là, ne t'inquiète pas. Et parfois t'étais pas là, alors que t'étais là. Mais t'étais où quand t'étais pas là? Je veux juste savoir où t'étais. Je sais que t'étais là, mais quand t'étais pas là, où t'étais? Mais tellement. Alors, Gad, c'est vrai qu'il me disait, Isabelle, la façon dont quelqu'un vous appelle, c'est tellement émouvant. Comme un enfant qui dit maman. Gad, il avait une façon de dire Isabelle. C'était... là, en fait, plus jamais j'ai repensé à ça, mais c'est vrai, il a raison. Il y avait des moments où j'étais pas là parce que j'étais ou dans son cerveau à lui, ou en anticipation sur ce que je voulais dire, mais que c'était pas le moment de le dire. Ou, comme quand je me fais des entorses, comme récemment, complètement partie. Il y a des moments, je suis complètement partie. Gad. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Gad, j'ai découvert un truc, c'est que ça n'existe pas la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, la mise en scène, c'est invisible.
Oui, on dit là, telle lumière, là, clac, ça serait bien que tu fasses un temps et tout. Mais c'est pas ça la mise en scène. La mise en scène, c'est être c'est être d'inconscient à inconscient. C'est d'être complètement fondu à l'autre. Et ça, avec Gad, t'y arrivais? T'y arrives à chaque fois? Lui, il le sait pas. Parce que le principe, c'est que je pense qu'il faut donner l'illusion que, justement, tout se fait tout seul, en fait. Les choses se font tout seul, mais c'est vrai que Gad, les choses se font beaucoup grâce à son génie. Mais il y avait des moments, je lui disais pas, mais je pensais à un mot, il le disait. Où, ouais, ça m'est arrivé aussi avec Julie Ferrier. Mais ce travail-là, il est épuisant. Épuisant. Les dernières fois où j'ai mis en scène, il faut tellement avoir confiance que les choses vont se faire. De toute façon. Et montrer la confiance qu'on a que les choses vont se faire. Et ne montrer que, en fait, une extrême rassurance. Et donner juste ce qu'il faut comme indication, pas bourrer le crâne, trouver le bon timing, à quel moment il faut dire telle chose à un tel et telle chose à un tel, et que ça n'empêche pas l'autre de travailler, ou quand on est seul avec quelqu'un, que ça ne soit pas quelque chose qui va le faire trébucher ou le faire douter. C'est tellement d'infos qui passent dans notre cerveau que c'est épuisant. Et moi, ça me fait prendre du poids. Ça me fait prendre... ça me tue. C'est une des raisons pour laquelle tu en fais moins? Plus du tout. Alors maintenant, quand je viens 5 jours avec mes amis, certains amis, je viens 5 jours comme ça, faire un petit peu de questionnement, de sparring partner en fait. Ouais. Mais je peux plus passer comme ça 3 mois. Non, parce que cette énergie-là dont je parlais juste avant, j'en ai besoin dans la vie. Cinéma, on va en parler. Je l'avais évoqué quelques-uns de ces films quand je te présentais. J'aurais pu rajouter aussi Tati Daniel, Les Visiteurs, Les Profs. Donc on a beaucoup de choses. Tu as commencé dans un film de Paul Bougenat qui s'appelle Le Faucon, en 1989. C'est vraiment le départ. C'est vrai que moi j'ai toujours une question pour les personnes qui ont le talent de pouvoir être aussi bien comédien de théâtre et acteur de cinéma. Tu as une préférence? J'ai compris que c'était plus difficile pour toi le cinéma. Est-ce qu'il y a une préférence comme entre les deux ou pour toi tu aimes les deux? C'est plutôt le projet qui va te faire préférer l'un à l'autre? C'est les gens. Ouais. Ce que je préfère, c'est les gens. Les gens avec qui je vais faire le truc. Alors en fait, mais même à tel point, et je ne mens pas quand je dis ça, si on me fait venir... Moi, j'ai une copine qui a un restaurant. Ça m'est arrivé d'aller dans son resto et de servir. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être avec elle. C'est les moments dans la vie qui me plaisent. Donc, c'est plus l'affection que j'ai pour la personne ou la découverte de l'affection que je pense je vais avoir pour la personne qui me font aller vers le projet que la lecture du scénario ou la lecture de la pièce. On parle de petit écran maintenant, parce que tu parlais de cinéma. Ouais. Je pense notamment à ton rôle de Christiane Potin dans la série Fais pas ci, fais pas ça, que tu as tenu pendant assez longtemps, hein, de 2010 à 2017, un grand succès sur les écrans en France. Là, on parlait de la différence aussi entre le cinéma et la télévision. C'est que ça, c'est parfait. Ça, c'est des produits pour la télévision, c'est des séries qui vont bien et qui parlent parfaitement. Tu ne vas pas forcément pleurer devant, mais au moins tu vas rire. Donc tu peux quand même dégager des émotions sur le petit écran. Mais bizarrement, maintenant, la grande invention sur la narration ou la dramaturgie et sur les histoires exceptionnelles et là où ils permettent le plus de fantaisie et d'extravagance, c'est sur les plateformes. C'est donc sur le petit écran qu'on va le voir, enfin sur un écran relatif.
Mais c'est, je pense, une étape. C'est une étape pour toi. Isabelle, on a beaucoup de gens qui vont te poser des questions, comme tu le vois. Et une autre pause amicale, on écoute quelqu'un que j'apprécie également beaucoup depuis des années, Thierry Bizot. Chère Isabelle Nanty, c'est Thierry Bizot, le producteur historique de Fais pas ci, fais pas ça. Et je voulais savoir si tu étais heureuse de retrouver ton personnage mythique et culte, qu'on adore tellement, de Christiane Potin, dans le prochain épisode où les Lepic et les Boulets vont aller sur la Lune. J'en profite pour t'embrasser. Qu'est-ce que c'est gentil. Quelle bonne idée de les envoyer sur la Lune. Ils sont déjà tellement lunaires. Hein? Donc t'es Alors, heureuse, ils vont retrouver leur planète, on va dire. D'accord. Alors, Christiane, je ne sais pas si elle va rester au sol. Est-ce qu'elle va être aux manettes de la fusée ou est-ce que... T'es contente, toi? Ouais, j'adore cette équipe. Bah, quand j'ai rejoint l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça, c'était grâce à l'assistante de mon agent, Véronique Auriol, qui m'avait dit « Cette série est géniale, il faut que tu y ailles et tout ». Mais il y avait dedans Guillaume de Tonquédec, avec qui j'avais joué 1 an au théâtre et qui est une des personnes les plus délicieuses et les plus drôles que j'ai rencontrées. Il y avait Isabelle Gélinas, avec qui j'ai été à la classe libre du cours Florent, élève, mais où on a vécu quand même une année incroyable. Il y avait Valérie Bonneton, qui avait joué dans mon film Le Bison et que j'avais vu jouer quand elle était au conservatoire et que j'adorais. Et alors donc, j'avais... Et puis j'avais vu aussi... enfin bon, bref. J'avais envie de rejoindre cette équipe-là. C'est ça, c'est du tout à parce l'heure, que je savais que j'allais me marrer avec eux. En 2003, on revient à un moment important pour toi parce que c'est un moment unique. C'est un moment où tu vas passer derrière la caméra. Donc là, tu vas réaliser le film, Le Bison. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser? Il y a eu quelque chose, hein, la mise en scène, tu l'avais faite, et les gens t'ont poussé. C'est Claude Berry qui m'a vu dans Astérix. Maintenant, je crois que quelque part, il voulait, par moi, rentrer un petit peu en contact avec Gad. Secrètement. Ouais. Et Claude Berry me proposait des scénars à mettre en scène. Et avec Gad dedans, alors? Pas forcément, mais et des sujets qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, j'ai fini par lui dire, mais vous savez, moi, j'écris un film. Ah bon, et quand est-ce qu'il sera terminé? Et je lui dis le 15 mars. Tu vois, c'est marrant. J'avais rien écrit. Donc... tu sais quoi, la créativité, elle est dans l'urgence, tout le temps. Ah ouais. Donc, j'ai vite écrit ce scénario, qui est donc Le Bison. Et sa voisine Dorine. Et je lui ai amené. Et le 15 avril, on était en production. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment Claude Berry. Et je me demande si, d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il ait lu le scénario. Je pense qu'il a lu les 15 premières pages. Il a rencontré Gad, quand même? Après, ils se sont rencontrés. Mais ils n'ont pas travaillé ensemble. Ouais. Je crois pas. Voilà. Donc là, un moment important, ce même période, puisque c'est un moment de tournant personnel, tu apprends que tu ne pourras jamais être maman biologique. Donc là, si je me souviens bien, c'est un sujet essentiellement de la médicamenteuse. Oui. Donc c'était parce que ta maman avait pris des médicaments, voilà. C'est ça, hein? Ma maman faisait des fausses couches et pour pouvoir garder ses enfants, il y avait un produit qui s'appelait Distilben. Distilben, c'est ça. À 10 aussi. 10. Et donc du coup... Donc, beaucoup de femmes ont eu ces difficultés-là. 20 ans plus tard, on a découvert que les enfants nés de ce produit étaient stériles. Mais moi, je l'ai appris bien plus tôt que 2003, puisque je crois que c'était en 93. Ma sœur, qui est aussi Distilben, était suivie par un médecin et donc a découvert qu'elle était Distilben et a dit vous n'avez pas une sœur, j'aimerais bien l'avoir. Donc c'est là où j'ai fait cet examen de fertilité. Ouais. Et donc j'ai su, j'avais 30 ans. Et moi, à 35 ans, j'étais bien opposée. Et quand il te dit ça à 30 ans,
C'est à nouveau tu dis, la vie sur ces 10 ne me lâche pas. Tu t'es fracassé parce que tu deviens une famille nombreuse. Tu dis c'est comme ça, on va faire autre chose. Tu sens déjà que tu vas adopter. Tu sais que c'est ton choix. En fait, j'ai dû assimiler 2 choses en même temps qui étaient que je venais de me faire quitter et j'apprends en même temps que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Biologique. Donc, il a fallu que je me répare de ces 2 chocs et donc, surtout, je me suis vécue comme une demi-femme. C'est ça ce que ça fait en fait, cette annonce. Et comme quelqu'un qui ne peut pas promettre grand-chose à un homme. Et oui, parce qu'en effet, les hommes, à ce moment-là, une volonté de paternité. Donc, tu savais directement, dès le début, que si tu jouais le franc jeu avec ton compagnon, il y a des chances que... Ouais. Donc, mais c'est pas pour ça que j'avais été quittée. Hein. J'avais été quittée avant. Avant, exactement. Tu as eu ça. Mais dans le futur, là, tu savais qu'à ce moment-là, ça allait être compliqué. Les futurs. Donc, j'ai commencé d'abord à faire une thérapie pour faire le deuil de la maternité biologique. Et quand j'étais sûre que ce deuil de maternité biologique était passé, j'ai commencé les démarches pour adopter. Parce que je n'avais pas renoncé à être mère. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais la petite fille dans mon village, j'adorais aller voir les bébés qui venaient de naître. J'étais dingue de ça. Hein. Et j'avais des milliards de poupées. Je jouais tout le temps à la maman. J'étais une maman qui avait des enfants. Je les changeais, je les prenais. J'avais des clés dans la main. J'imitais ma mère, certainement. J'avais un sac à main. Je me mettais au volant de la voiture de mes parents. Je faisais celle qui faisait tout. Voilà, j'étais une femme... une Wonder Woman, mais maman. Donc, j'ai pas pu renoncer à cette maternité. Et donc, j'ai commencé à faire le processus. Voilà. D'ailleurs, je voudrais juste faire une parenthèse à laquelle j'ai pensé. Vous allez voir, un psychanalyste, il va se régaler que je passe de ça à ça, mais c'est parce que j'y ai pensé hier. Quand on fait une démarche pour adopter, on a des tests psychiatriques. Pour être sûr qu'on ne va pas mettre en danger un enfant qui va nous être confié, parce que c'est le bien de l'enfant qui est avant tout regardé dans tous ces tests et toutes ces démarches qu'on est obligé de faire si on veut être apte à l'adoption. Je ne comprends pas, et c'est là où est ma parenthèse, que pour un chef d'État, il n'y ait pas des tests de psychiatrie. Ils sont... en responsabilité de milliards de personnes, de milliers de personnes, et ils n'ont même pas un test de psychiatrie. Tu vois très bien à quoi je pense. Je pense que tu parles des dernières sorties ou des sorties récurrentes de l'ancien président américain. Donc, ça serait nécessaire. Donc voilà. Donc tu commences. Donc je fais tous mes tests et tout ça. Et là, tu dis, je vais être. Voilà. Et donc là, il faut... je me prépare. Alors, il faut le savoir... Pour ceux qui voudraient l'être, c'est important que tu en parles, c'est long, c'est d'une complexité... Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une mission, c'est une responsabilité énorme. On va être les parents d'un enfant brisé. Parce qu'on le sait maintenant de plus en plus, l'abandon laisse une trace même neurologique dans le cerveau. Bien sûr. Donc, c'est une responsabilité. Donc, c'est normal qu'on fasse très attention. Je suis d'accord, d'ailleurs, je ne disais pas que c'était anormal. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de parents qui veulent adopter. Le processus est quand même extrêmement long. Assez peu, parce que c'est quelques centaines d'enfants qui sont adoptés chaque année, quand il y a des milliers et des milliers de Françaises et de Français qui veulent adopter. Il y a peut-être quand même un système peut-être à peut-être repenser. Alors, si je peux me permettre, bien sûr. C'est parce que nous, on voit ça dans ce sens-là. Les personnes qui sont en charge d'enfants dont la vie commence par un très grand malheur qui est l'abandon, ils ne pensent qu'à ces enfants-là. C'est pas un commerce, c'est pas... Donc, ils ont des enfants à confier et c'est tout. Et donc, leur mission, c'est de trouver des parents et ils ont moins d'enfants
Enfin, sauf dans le monde entier, évidemment. Mais dans le monde entier, comme il y a eu des abus, des trafics, des choses comme ça, ils essayent de plus en plus à ce que les enfants restent dans leur pays et soient adoptés par des parents de leur pays. La France est très restrictive dans ces processus d'adoption. Encore une fois, tu as deux écoles. Ceux qui pensent que c'est une bonne chose, ceux qui pensent que, moi j'en fais partie, qu'il y a énormément de jeunes qui ont eu ces traumas, mais comme tu le sais, tu n'as pas forcément besoin qu'être adopté pour avoir des traumas quand tu es jeune, et que ces jeunes sont parfois en train d'attendre, et des parents attendent des années avant de pouvoir avoir cette option. Toi, il y a aussi deux types d'enfants adoptés, ceux qui ont vraiment perdu les deux parents, et ceux qui ne donnent pas forcément les mêmes impacts, et ceux qui ont été donc abandonnés pour d'autres raisons. Voilà. Toi, Tallulah, c'était un abandon, ou c'était les deux parents qui étaient en fait morts? C'était lequel des deux? Tu le sais, toi? Mais si on pouvait le savoir. Tu peux le savoir parfois, certaines adoptions. Ouais, mais là-bas en Chine, c'était un peu, c'était fait un parce peu. Parce que c'est d'origine. Donc, t'as raison. Elle est née en Chine, et donc elle a été trouvée. Il y a une sorte d'historique de son parcours, et dans cet historique, il n'y a pas de traces des parents. Elle a juste été déposée dans un endroit. Et donc c'est plutôt un abandon. C'est plutôt un abandon, parce qu'elle avait 1 mois. Donc elle a déjà eu 1 mois avec probablement sa mère ou ses parents. Puis elle a été trouvée. Puis elle a été confiée à un orphelinat. Puis à une famille d'accueil, parce qu'il y avait le SRAS à l'époque. Et les enfants étaient bloqués dans le pays. Enfin, ceux qui étaient confiée à l'adoption. Et donc, elle a eu 3 ruptures de lien, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, elle s'est habituée, hop, on l'a séparée, hop, elle s'est réhabituée, hop, on l'a... Donc, 3 fois comme ça... c'est des conséquences. C'est des blessures, ouais. Bien sûr. Tu dis, et je trouve ça très beau ce que tu dis en parlant de ta fille, elle t'a éduqué autant que toi, tu l'as éduquée. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, justement? Je suis meilleure en humilité. Ça, les enfants, c'est génial pour ça. Ah ouais. Je sais que je ne sais pas. Sans filtre, hein, ouais. Ouais. Je sais que je ne sais rien, et je sais que plus ça va. Mais en même temps, ça m'intéresse de ne pas savoir, parce que je me méfie du savoir. En fait, je me méfie. L'expérience est intéressante. L'expérience, c'est vraiment un truc génial. Mais oublier qu'on sait, c'est tellement bon. Je vous propose maintenant une pause musicale. Isabelle, quelle est ta chanson culte? Chanson que tu adores écouter, celle que... Ce que j'adore écouter... Love is All. On va l'écouter, on va en écouter un extrait. Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci pour l'invitation. Je t'admire beaucoup, parce que ton parcours est dingue, et tout ce que tu fais pour tout le monde, c'est exceptionnel. Et ce que tu fais pour ce qu'on ne sait pas. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.